Je remercie aussi mes collègues élus, sénateurs et députés. Je les remercie doublement d'avoir pris part à cette conférence ô combien importante pour un thème encore d'actualité pour les êtres humains, un thème sur un cancer social qui est l'esclavage, la traite des personnes, un cancer qui continue encore à ronger beaucoup d'âmes, beaucoup de vies, à empoisonner beaucoup de sociétés de par le monde. Je remercie aussi ses collègues élus, députés ou sénateurs, qui se sont intéressés à mon sort lorsque j'étais en prison et qui ont émis des questions parlementaires à leur gouvernement. Il y a interpellé et bien d'autres l'ont fait. Je les remercie au nom de tout le mouvement abolitionniste mauritanien et africain. Par ailleurs, l'esclavage, hélas, continue non seulement à vivre, mais à se développer. Il a vécu depuis des siècles, il a traversé des siècles, traversé beaucoup de changements que le monde a connus dans notre sphère du monde arabo-musulman. Car le combat contre l'esclavage, la dénonciation de l'esclavage, la déconstruction de l'esclavage a été faite depuis le milieu ou la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours, seulement vers une seule cible, c'est-à-dire un seul phénomène, une seule manifestation de ce phénomène qui est propre à toutes les sociétés du monde. Seule la traite atlantique triangulaire, la traite que les Européens ou l'homme blanc, comme disent certains, la traite que les Européens ont fomentée à partir de l'Afrique, passant par l'Europe, allant jusqu'en Amérique. Cette traite qui a saigné l'Afrique de beaucoup de millions de ses bras, de dizaines de millions. Elle a été dénoncée par les élites européennes, américaines, mais surtout les élites afro-américaines et les élites africaines indépendantistes, anti-impérialistes et anti-apartheid. Nonobstant, pour nous, mouvement abolitionniste mauritanien, nous considérons que cette dénonciation n'a pas encore atteint tous les objectifs requis, car il reste des séquelles, autant en Europe qu'en Amérique, de cette perception du noir, de ces résidus de l'esclavage qui restent encore à dénoncer, à nettoyer, à affronter. Mais l'autre facette de l'esclavage, c'est-à-dire la traite orientale, la traite arabo-musulmane ou la traite arabe, cette traite qui a aussi autant saigné l'Afrique que la traite atlantique, celle-là, elle n'a jamais été remise en cause par les élites du monde, par les élites africaines, les élites arabes qui se sont murées, qui se sont satisfaits dans une complicité, dans une solidarité tiers-mondiste, continentale et confessionnelle
pour éviter de dévoiler à la face du monde l'esclavage interafricain, l'esclavage arabe, l'esclavage arabo-musulman. Ces élites tiers-mondistes ont voulu, dans un souci de pragmatisme révolutionnaire, anti-impérialiste et anti-occidental, ont voulu seulement s'arrêter à mettre devant la face du monde l'esclavage occidental ou l'esclavage de l'homme blanc. Nous, en tant que tête de pont, nous à Iran-Mauritanie, donc le mouvement abolitionniste mauritanien en tant que tête de pont de la diaspora noire dans le monde arabe, nous considérons cette démission comme inacceptable. Nous considérons qu'au-delà de la traite que l'homme blanc a fomentée, de la traite atlantique, il y a aussi deux autres traites qui n'ont jamais été connues, ni rendues publiques, ni dénoncées, ni déconstruites. C'est la traite arabe, la traite orientale, la traite arabo-musulmane et la traite interne en Afrique, intra-africaine. La traite arabe a privé l'Afrique de millions de ses bras sur plusieurs siècles. Il y a des diasporas noires issues de cette traite dans tous les pays du monde arabe. Mais ces diasporas restent inconnues, invisibles. Ces populations noires qui, de la Mauritanie jusqu'au fin fond de l'Inde, en passant par l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Arabie, l'Iran, la Palestine, ces diasporas noires restent dans sa souffrance inconnue de par le monde, ignorée de par le monde. Nous sommes les porte-paroles de ces communautés de Noirs qui sont traités comme des sous-hommes encore dans tous ces pays. Vous connaissez ce qui s'est passé en Libye. La vidéo de CNN n'est que la face visible de l'iceberg. Vous connaissez le lynchage des Noirs en Tunisie, en Algérie. Ça a les allures des années 40, 60, 50 aux États-Unis, où le Ku Klux Klan lynchait les Noirs et les pendait dans tous les coins de rue des villes des États-Unis d'Amérique. Vous connaissez en Irak, en Palestine, en Iran, en Arabie Saoudite, au Koweït, dans tous les pays du monde arabe, il y a des diasporas noirs qui n'ont même pas le droit à des pièces d'état civil, qui n'ont pas le droit d'être reconnus comme citoyens. Cette situation, elle est plus emblématique en Mauritanie, car l'esclavage, dans ses formes ancestrales, l'esclavage héréditaire, continue encore à réguler les rapports entre la majorité, c'est-à-dire les populations d'ascendance servile ou esclaves, les Haratin et leurs suzerains, maîtres ou anciens maîtres, leurs propriétaires, leurs possesseurs, que ce sont les segments tribaux arabo-sanhaja ou arabo-berbères qui dominent en Mauritanie. Ces populations tribales, bien que minoritaires, ils ont été les auxiliaires de la colonisation française qui leur a permis non seulement de préserver le pouvoir de l'État, d'hériter l'État mauritanien post-indépendant après le départ des Français, mais aussi l'administration coloniale française a permis à ces tribus de maintenir intact leur mode de vie esclavagiste.
leur code d'honneur esclavagiste en maintenant leur population servie, en maintenant leur cheptel humain, en maintenant leurs esclaves. C'est pourquoi, depuis 2008, IRA-Mauritanie a été créé pour juguler ce phénomène, car 20% de la population mauritanienne continue à être des esclaves, c'est-à-dire des personnes qui sont possédées par d'autres personnes, des personnes qui naissent esclaves, qui sont la propriété des personnes qui les ont héritées, comme ils ont hérité des biens meubles et immeubles. Ces personnes travaillent sans repos, sans salaire, sans soins. Ils sont susceptibles d'être cédés, d'être gagés, d'être loués ou d'être vendus. Ces personnes n'ont pas des pièces d'état civil. Dans leur majorité écrasante, ils ne connaissent pas leur filiation. Ils connaissent leur maman, mais ne connaissent pas leur père. Ceci est dit au phénomène du viol sacralisé qui est institué par le code noir, le code négrier, le code d'esclavage mauritanien, que moi-même, dans un acte volontaire, public et symbolique, j'ai incinéré certains de ces brochures, de ces livres, le 27 juin 2012, publiquement, dans la place qui jouxte ma maison, dans le quartier populaire de Riyad, à Nouakchott, dans une forme de protestation pour attirer l'attention du monde entier qu'en Mauritanie, il y a une codification de l'esclavage. Cette codification stupide qu'un propriétaire d'esclaves a le droit d'user sexuellement de toutes les fillettes, filles ou femmes qui sont ses esclaves, abstraction faite de leur nom, de leur lien de parenté, de leur âge ou de leur consentement. Cette clause dans le code d'esclavage que j'ai incinéré, une incinération qui m'a valu une arrestation avec plusieurs de mes amis, dont Yacoub Diarra ici présent, qui m'a valu avec mes amis de passer 4 mois dans le couloir de la mort, qui m'a valu donc des mandements juridiques, des fatwas de l'État mauritanien, de ses érudits, de ses juristes, qui m'a valu une condamnation à mort avant même le jugement, par apostasie. Ces textes, malheureusement, continuent en Mauritanie à être la seule interprétation officielle, valable et acceptée par le gouvernement mauritanien. Il est interdit par une loi qui est votée en 2017 de critiquer ces textes. La critique de ces textes est devenue par la force de la loi, votée par le Parlement mauritanien en 2017, passible d'une peine allant jusqu'à 5 ans de prison. Ces textes aussi stipulent l'inégalité entre les races, entre les blancs et les noirs. Ces textes stipulent que le noir est synonyme d'esclave. Ces textes autorisent le musulman à vendre son coreligionnaire noir, à le réduire en esclavage, à le vendre, à le castrer, à castrer l'homme esclave quand il s'avère qu'il est beau et que les filles ou les femmes du maître peuvent être tentées par une aventure sexuelle avec lui. Donc les textes autorisent à le castrer pour préserver le sang pur des maîtres de mélange avec le sang impur des esclaves. Ce sont ces textes qui autorisent aussi, comme je vous l'ai dit, ce viol
systématique que connaissent les femmes esclaves, qui sont la majorité des populations esclaves en Mauritanie. Parce que les hommes, quand ils grandissent, ils sont forts, ils sont robustes, ils peuvent s'enfuir, mais les femmes, parce que très tôt, dès l'âge de 9 ans, de 10 ans, elles sont violées comme l'autorise le Code noir, elles ont des enfants très vite, et surtout beaucoup d'enfants. Donc à cause de leur progéniture, de leurs enfants, elles ne peuvent pas fuir facilement. Donc c'est elles qui restent la proie à l'esclavage dans leur grande majorité et leurs enfants. Notre effort de libération des esclaves, de dénonciation de l'esclavage, de dénonciation aussi de l'interprétation fallacieuse, travestie de l'islam, qui a une interprétation qui enlève à l'islam son caractère égalitaire, son caractère de justice, son caractère de fraternité, son caractère de charité. Notre dénonciation de tout ça nous a valu l'interdiction de notre mouvement en Mauritanie, la persécution systématique. Nous en connaissons quelque chose. Nous, les 3 membres de l'IRA Mauritanie ici qui ont milité en Mauritanie, que ce soit moi, que ce soit Yacoub Diarra, que ce soit mon épouse Leïla. Yacoub Diarra a connu les actes de la torture, de la prison. Leïla a connu plusieurs actes de torture publique et des blessures graves qui lui ont fait perdre l'usage de l'œil gauche qui ne voit plus. Moi aussi, je suis à mon quatrième emprisonnement, toujours un emprisonnement avec toutes sortes de tortures, de violences physiques et morales. Nous ne sommes pas les seuls, des dizaines de membres de notre organisation sont blessés, parfois handicapés à vie. Plusieurs de nos membres, des dizaines, ont connu la prison, ont subi des condamnations lourdes dans des procès inéquitables, allant jusqu'à 15 années de prison pour certains, à cause de leur protestation, de leur dénonciation pacifique, mais irréductible contre l'esclavage. Le problème qui se pose à toutes les personnes en Afrique qui militent contre l'esclavage et qui continuent encore à porter le fardeau de la présence quotidienne, le fardeau de l'esclavage, c'est aussi à travers la coopération internationale. Nous pensons que le partenariat économique, diplomatique, militaire et sécuritaire de l'Occident, du monde libre, avec certains gouvernements en Afrique et dans le monde arabe, avec le gouvernement mauritanien, nous considérons que ces coopérations participent grandement à renforcer le camp de l'esclavage, à renforcer la situation de l'esclavage. C'est le lieu de le dire, c'est le lieu de dénoncer ici tous les bénéfices financiers, économiques et diplomatiques dont bénéficie le gouvernement mauritanien, le régime mauritanien, de la part de l'Union européenne, de la part de l'argent du contribuable européen que vous êtes, de la part de certains États européens. Nous pensons que le fait que l'immigration et le terrorisme se développent dans le Sahel et dans d'autres pays, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie ou dans le monde arabe, c'est dû à la gouvernance locale dans ces pays. Je prends l'exemple de la gouvernance en Mauritanie, où il y a une minorité qui fait prospérer l'esclavage, qui encourage l'esclavage, qui use de l'esclavage pour dominer, qui crée un environnement d'impunité pour l'esclavage, une minorité qui ferme tous les couloirs du changement démocratique par la répression, par l'arbitraire, qui se suffit
de créer un vernis de la démocratie, des dispositions formelles, des dispositions qui sont tout à fait superficielles de la démocratie, mais qui, en sommet, confisquent toute réelle liberté démocratique, toute réelle liberté d'expression, toute réelle liberté de contestation. Ces gouvernements aussi font une gouvernance de l'économie, du sous-sol, des richesses du pays, de la distribution des richesses, une gouvernance qui ne peut que faire prospérer le terrorisme et l'esclavage. Le sous-sol mauritanien très riche en or, en pétrole, en gaz, en fer, en ressources halieutiques dans les mers. Il y a certaines compagnies soutenues par des gouvernements européens, des compagnies aussi chinoises qui se partagent ces richesses avec le clan qui gouverne le pays. Par exemple, l'or mauritanien, la société canadienne qui rose, qui l'exploite avec le clan qui dirige la Mauritanie, les recettes en or, les Mauritaniens, le camp mauritanien, le parti mauritanien n'en reçoit que 7%. Tous les 93% vont à la société canadienne. Mais les 7% que reçoit la partie mauritanienne, elle gonfle les poches du clan qui dirige la Mauritanie, le clan du général Aziz de ses poches. Rien ne va vers les populations, aucune infrastructure, aucune retombée dans les compartiments sociaux, les services sociaux, que ce soit les routes, l'enseignement, que ce soit l'éducation, que ce soit l'assainissement des villes. C'est la même chose et pour la pêche, le gaz, le fer. On ne voit le gaz, le fer, le pétrole, le poisson dont regorgent nos eaux et notre sous-sol que dans les rapports de conciliabilité entre les exploiteurs et nos gouvernements dans les télévisions. C'est pourquoi la pauvreté est galopante, le chômage est à son summum. La Mauritanie connaît 37% de chômage, alors que c'est un pays de 3 à 4 millions d'habitants pour des richesses aussi énormes. C'est pourquoi la jeunesse va se ruer vers le terrorisme, vers les mouvements terroristes pour chercher le paradis, étant donné qu'elle ne peut plus avoir une vie décente sur terre. Elle va être omnibulée, envoûtée par les discours des idéologues du terrorisme qui lui promettent quand même une vie dans l'au-delà idéal, une vie dans le paradis. Et c'est pourquoi notre jeunesse se rue vers l'Europe à travers l'immigration. L'Europe se trompe, l'Occident se trompe s'il pense qu'ils peuvent juguler l'immigration avant de retirer leur soutien inconditionnel, leur soutien financier, diplomatique et militaire au gouvernement prédateur des libertés en Afrique, mais aussi prédateur des richesses des pays africains, des gouvernements qui spolient, qui appauvrissent et qui désespèrent par leur gouvernance leur jeunesse. Je pense que je dois m'arrêter là. Le sujet est très vaste, mais continuez, ça ne sera pas justice avec vous, tous qui voulez encore émettre vos points de vue pour que nous puissions en profiter aussi de vos points de vue. Je vous remercie.